Elle acheta les fondations brûlées pour 4 $. Quand Anders Björnsson en entendit parler, il quitta sa ferme le lendemain matin pour aller voir l'endroit de ses propres yeux. Il avait survécu à 15 hivers dans la région frontalière du Nebraska, ce qui signifiait qu'il avait déjà enterré des voisins qui avaient sous-estimé le froid. La prairie avait tendance à punir l'optimisme. Anders fit lentement le tour des pierres noircies. L'herbe autour des ruines avait repoussé après l'incendie, mais la terre à l'intérieur des fondations était encore sombre, recouverte de cendres. Au centre se dressait la cheminée, une structure de briques rouges de 9 mètres de haut qui s'élevait seule au-dessus des fondations vides. Il l'étudia attentivement. Puis, il se tourna vers la femme qui l'avait achetée. « Quand l'hiver arrivera, dit-il, vous et ses enfants mourrez de froid ici même. » Elle avait 8 filles, 3 enfants et un hiver qui exigeait généralement au moins 9 cordes de bois de chauffage. Le 4 janvier 1892, la température dans le centre du Nebraska allait chuter à moins 47 degrés Celsius en une seule nuit. Mais 4 mois plus tôt, Martha Erickson n'avait jamais vu la prairie ouverte. Elle arriva à Kearney, dans le Nebraska, au début du mois de septembre 1891, descendant du train de l'Union Pacific avec 2 petits garçons et une fille qui s'accrochait fermement à son manteau. Le vent soufflait sur le quai de la gare, transportant la poussière et l'odeur âcre de la fumée froide de la locomotive. Derrière les voies s'étendaient des kilomètres de terrain plat. Pas de montagne, pas de forêt, seulement le ciel et l'herbe. Une seule malle en bois contenait tout ce que possédait la famille. Son mari Jan avait promis que le Nebraska changerait leur vie. Son cousin aîné lui avait écrit des lettres décrivant de riches terres agricoles où poussait du blé à perte de vue et où la terre appartenait à quiconque était assez fort pour la revendiquer. Mais Jan n'est jamais arrivé au Nebraska. Il est mort à Omaha au printemps précédent après une fièvre soudaine qui a duré moins d'1 semaine. Martha a vendu les quelques meubles qu'il possédait à Chicago. Elle a vendu les outils de menuiserie de Jan. Elle a utilisé l'argent pour terminer le voyage vers l'ouest. Elle est arrivée avec 10 $ en poche et l'adresse du cousin de Jan écrite sur un bout de papier plié. En moins d'1 heure, elle a appris que l'adresse était inutile. Le cousin avait déménagé 2 ans plus tôt. Personne ne savait où. L'employé du bureau foncier le lui expliqua d'une voix calme, comme s'il avait déjà annoncé cette nouvelle à de nombreuses reprises. Martha se tenait debout à côté du bureau, tandis que son fils aîné, Lars, essayait de comprendre les mots anglais qui étaient prononcés. Son plus jeune fils, Peter, regardait par la fenêtre. Anna, âgée de seulement 5 ans, demanda quand ils verraient leur oncle. L'employé observa Martyr attentivement. « Avez-vous assez d'argent pour retourner dans l'Est » demanda-t-il. Elle secoua la tête. Le prix du billet de train seul coûtait plus cher que ce qui lui restait. L'employé se pencha en arrière sur sa chaise et soupira. « Je connais peut-être un endroit, dit-il finalement. » Même si la plupart des gens ne considéraient pas cet endroit comme un foyer, il lui parla de la propriété Hollister. Un spéculateur du Missouri avait construit une grande ferme au nord de la rivière Platte, dans l'espoir qu'un embranchement ferroviaire passe à proximité. L'embranchement ne vit jamais le jour. 2 ans plus tard, un feu de prairie réduisit toute la structure en cendres. Il ne restait plus que les fondations en pierre et la cheminée. La propriété avait plusieurs années d'impôts impayés. Le comté demandait 4 $ pour le terrain, simplement pour effacer la dette. Martyr demanda à le voir. Le greffier dessina un croquis approximatif. « À 8 kilomètres au nord, dit-il. Vous verrez la cheminée avant d'y arriver. » Elle parcourut la distance le même après-midi. La prairie s'étendait à l'infini sous un ciel pâle. Le vent soufflait dans les hautes herbes sèches comme des vagues sur l'or. Martha avait grandi dans la région des fjords de l'ouest de la Norvège, où les montagnes s'élevaient abruptement depuis la mer. Ici, la terre semblait effrayante tant elle était vaste. Après près de 2 heures, elle aperçut la cheminée. Elle se dressait seule au loin, telle une tour étroite. Lorsqu'elle atteignit les fondations, elle en fit lentement le tour. Le feu avait détruit toutes les planches de la maison. Il ne restait que des clous de fer éparpillés et des poutres carbonisées, mais la cheminée était toujours solide, brique après brique s'élevant haut dans le ciel. Elle appuya sa main contre la surface réchauffée par le soleil. Les briques conservaient la chaleur, et soudain, elle se souvint d'un souvenir d'enfance. La ferme de sa grand-mère avait été construite autour d'un énorme poêle en maçonnerie. Chaque matin, ils allumaient un petit feu. Le soir venu, la pierre continuait à diffuser de la chaleur dans la pièce. « Les pierres se souviennent du feu, disait sa grand-mère. Elles le conservent pour toi. » Martha examina à nouveau la cheminée. Des milliers de briques, des tonnes de maçonnerie se dressant seules dans la prairie, attendant. Le lendemain matin, elle retourna en ville et paya les 4 $.
À midi, les fondations brûlées lui appartenaient. Cette nuit-là, elle et les enfants dormirent dans la grange d'Anders Björnsson. Anders était un fermier norvégien qui vivait dans le Nebraska depuis les premières années de la colonisation. Il les autorisa à rester en échange de travaux dans sa cuisine. 2 jours plus tard, il accompagna Martha pour voir la propriété qu'elle avait achetée. Il examina attentivement la cheminée. Puis, il secoua la tête. « Vous ne pouvez pas vivre ici, dit-il. Vous n'avez ni maison, ni bois, ni toit. » Il désigna la prairie vide. « L'hiver du Nebraska vous tuera ici. » Il expliqua le calcul que tous les fermiers pionniers connaissaient. Pour survivre à l'hiver, une famille avait besoin de près de 9 cordes de bois de chauffage. Sans combustible suffisant, le froid s'infiltrait à travers les murs et les planchers jusqu'à ce que toute la maison gèle. Un homme avec une hache pourrait couper autant de bois, dit Anders, mais pas une femme avec 3 enfants. Il proposa une autre solution. Martha pouvait rester dans sa ferme et aider sa femme à passer l'hiver. Au printemps, elle pourrait trouver un mari. Il y avait beaucoup d'hommes célibataires dans le Nebraska qui avaient besoin d'une femme. C'était le choix le plus pratique. Martha écouta en silence. Puis elle posa une seule question. Et si une maison n'avait pas besoin de 9 cordes? Anders fronça les sourcils. Un feu brûle ce qu'il brûle, répondit-il. On ne peut pas changer cela. Martha se tourna vers la cheminée qui s'élevait des fondations vides. Je ne parle pas du feu, dit-elle doucement. Je parle de la brique. Anders regarda à nouveau la cheminée. Il voyait une ruine, le souvenir de l'échec de quelqu'un d'autre. Mais Martha Erickson voyait quelque chose de complètement différent, car elle se souvenait de la leçon que sa grand-mère lui avait enseignée il y a longtemps. La pierre retient la chaleur. Et si suffisamment de pierre pouvait être chauffée, alors peut-être qu'un petit feu pourrait réchauffer une maison pendant le plus long hiver de la prairie. Avant de poursuivre l'histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Anders Björnsson pensait que la conversation était terminée. Il avait vu trop de colons pleins d'espoir se méprendre sur la prairie pour penser autrement. Les gens arrivaient avec des idées. L'hiver les corrigeait. Il fit néanmoins le tour des fondations brûlées une dernière fois avant de partir. La base en pierre mesurait près de 7 mètres sur 9. Au centre s'élevait la cheminée, plus large à la base que Martyr ne l'avait d'abord réalisé. 4 ouvertures de conduits avaient autrefois relié les cheminées de 4 pièces distinctes. La structure avait été conçue pour chauffer une grande maison. Aujourd'hui, la maison avait disparu. Seule la cheminée subsistait. Anders finit par secouer la tête. « Vous ne pouvez pas construire de murs avant l'arrivée de la neige, dit-il, même si vous aviez du bois, ce qui n'est pas le cas. » Martha acquiesça. Elle comprenait la vérité dans ses paroles. Une cabane convenable nécessitait des arbres. Le Nebraska n'en avait presque pas. La plupart des colons coupaient des peupliers le long des berges, transportant les grumes sur des kilomètres à travers les terres ouvertes. D'autres achetaient du bois expédié par chemin de fer. Les 2 options nécessitaient de l'argent. Martha avait 8 $ après avoir acheté les fondations. Anders monta sur son cheval. « Vous et les enfants pouvez rester dans notre grange jusqu'en octobre, dit-il. Après cela, nous devons préparer notre propre maison pour l'hiver. » Il hésita un instant. « Si vous changez d'avis au sujet du travail à la ferme, parlez-en à ma femme. » Puis il s'éloigna à cheval. Martha resta debout près de la cheminée longtemps après qu'il eut disparu dans la prairie. Le vent soufflait doucement dans les hautes herbes. Elle fit à nouveau lentement le tour des fondations. La base en pierre était solide. Les briques de la cheminée étaient épaisses et soigneusement mortierées. Marcus Hollister, l'homme qui avait construit la maison d'origine, avait peut-être échoué financièrement, mais le maçon qui avait construit la cheminée connaissait son métier. Chaque brique avait été cuite à haute température. Chaque jointe était solide. Lorsque Martha posa à nouveau sa paume contre la brique, elle sentit la chaleur emmagasinée par le soleil de l'après-midi. Elle persistait même lorsque l'air se rafraîchissait vers le soir. La pierre se souvient du feu. Cette phrase lui revenait sans cesse à l'esprit. Elle ne connaissait pas les termes scientifiques pour décrire ce phénomène. Masse thermique, rétention de chaleur, stockage radiant. Ces termes n'apparaîtraient dans les manuels scolaires que plusieurs décennies plus tard. Mais les fermes européennes s'appuyaient sur ce principe depuis des siècles. Les poêles en maçonnerie, les fours à pain, les foyers en pierre, tous fonctionnaient de la même manière. Brûler à haute température pendant une courte période, stocker la chaleur, la libérer lentement. Martha commença à mesurer la cheminée avec un morceau de ficelle qu'elle avait dans sa poche. 1,80 mètres de large à la base, près de 9 mètres de haut, des milliers de briques, chacune capable d'absorber la chaleur et de la libérer lentement. Une idée se forma lentement dans son esprit. Si la cheminée pouvait être chauffée,
Si ces briques pouvaient stocker la chaleur, alors le feu n'aurait pas besoin de brûler en permanence. La cheminée elle-même deviendrait le chauffage. Elle retourna à la ferme d'Anders Björnsson avant la tombée de la nuit. Ce soir-là, elle demanda à sa femme, Ingrid, la permission d'emprunter une pelle. Ingrid l'observa en silence. « Que comptez-vous creuser ?» demanda-t-elle. « Une maison. » Ingrid ne rit pas. Elle avait vécu assez longtemps à la frontière pour savoir que parfois, les projets étranges étaient les seuls qui fonctionnaient. « Vous pouvez emprunter la pelle, dit-elle. Le lendemain matin, Martha retourna sur le chantier. Ses enfants l'accompagnèrent. Lars portait une petite hache. Peter traînait la pelle dans l'herbe. Anna portait un seau en fer blanc. Le travail commença immédiatement. Au lieu de construire des murs vers le haut comme la plupart des maisons, Martha commença à creuser vers le bas. Le sol de la prairie était ferme mais pas rocailleux. En quelques heures, les enfants aidèrent à déblayer la terre meuble à l'intérieur des fondations. Le soir venu, le sol à l'intérieur du rectangle se trouvait à près de 60 cm sous la prairie environnante, formant une fosse peu profonde. Mais déjà, le vent à l'intérieur des fondations semblait plus faible. La terre elle-même fournissait une isolation. De nombreux colons construisaient des abris souterrains pour cette raison. Les maisons creusées en partie à flanc de collines restaient plus chaudes pendant l'hiver. Martha n'avait pas de collines, mais elle avait des fondations et une cheminée. Pendant les 2 semaines qui suivirent, ils creusèrent tous les jours, tandis qu'Anders les observait depuis ses champs avec une curiosité grandissante. Au début, il pensait que l'effort serait vain, mais peu à peu, la fosse s'est approfondie. 90 cm, puis 1,20 m. Les pierres de fondation formaient désormais des murs solides, s'élevant au-dessus du sol de l'excavation. Le vent touchait à peine le fond. La terre conservait la chaleur. Pendant ce temps, Martha étudiait attentivement la base de la cheminée. L'une des anciennes ouvertures de la cheminée était restée partiellement intacte. Son arc en briques était noirci par le feu qui avait détruit la maison. Mais le conduit lui-même était resté ouvert. La fumée passait autrefois par ce passage pour atteindre la cheminée centrale. Elle pouvait le faire à nouveau, mais cette fois-ci, le feu brûlerait à l'intérieur de l'abri plutôt que dans une pièce au-dessus du sol. Les enfants ramassèrent des branches de peuplier tombées le long du lit du ruisseau voisin. C'étaient de petits morceaux, rien à voir avec les 8 cordes décrites par Anders, mais Martha n'avait pas besoin de 8 cordes, pas si la cheminée fonctionnait comme elle l'espérait. À la fin du mois de septembre, Anders est revenu à cheval pour inspecter l'avancement des travaux. Il a trouvé Martha agenouillée à côté de la cheminée, en train d'ajuster des morceaux de vieux tuyaux de poêle dans l'ouverture inférieure du conduit. Les tuyaux provenaient de tas de ferraille abandonnés dans des fermes. Ils étaient rouillés, tordus, mais utilisables. Il a observé en silence pendant plusieurs minutes. « Que construisez-vous » a-t-il finalement demandé. « Un poêle pour la cheminée » a répondu Martha. Anders a froncé les sourcils. La cheminée évacue la fumée. Oui, mais avant de s'échapper, elle chauffe les briques. Anders examina la structure. Il avait passé 15 hivers à chauffer des poêles en fer. Le fer diffusait rapidement la chaleur, mais refroidissait tout aussi vite une fois le feu éteint. La brique était différente. La brique emmagasinait la chaleur. Pourtant, le doute transparaissait dans sa voix. « Tu penses que cette tour chauffera ta maison? »« Je pense que les briques le feront. » Il regardait dans la fosse. Les murs de terre bloquaient déjà la plupart du vent. Si Martha construisait un petit toit au-dessus de l'excavation, si la cheminée diffusait la chaleur dans cet espace clos, cela pourrait fonctionner. Ou cela pourrait tous les tuer si la fumée remplissait l'abri. Anders se gratta la barbe d'un air pensif. « Tu joues avec les vers, dit-il. » Martha acquiesça. « Oui. » Ce soir-là, Anders discuta de la question avec sa femme. « Elle est têtue, dit-il. Elle est norvégienne, répondit calmement Ingrid. Et si la cheminée fonctionne, haussa les épaules Ingrid. Alors elle nous apprendra quelque chose à tous. Début d'octobre, la structure était prête. La fosse faisait 1,5 m de profondeur. Un simple cadre en bois fabriqué à partir de poutres récupérées formait le toit. Des mottes de gazon coupées dans la prairie recouvraient le dessus. À l'intérieur de l'abri, la cheminée se dressait au centre comme un énorme pilier de briques. Le tuyau du poêle était directement relié à l'un de ses conduits. Lorsque Martha alluma le premier feu, la fumée s'éleva doucement dans la cheminée. Les briques se réchauffèrent lentement. Au début, le changement semblait minime, mais après 1 heure, la cheminée commença à diffuser de la chaleur dans l'abri. Au bout de 3 heures, les briques étaient suffisamment chaudes pour réchauffer l'air autour d'elles. Martha laissa le feu s'éteindre avant la tombée de la nuit, mais la cheminée resta chaude pendant des heures après cela. Anders revint visiter l'abri le lendemain matin. Le feu était éteint depuis minuit,
mais les briques étaient encore chaudes au toucher. Il resta longtemps silencieux. Puis il finit par hocher la tête. Peut-être, dit-il lentement, que cette cheminée se souviendrait du feu après tout. Avant de poursuivre l'histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. À la mi-octobre 1891, la prairie avait déjà commencé à changer. L'herbe était devenue cassante et pâle sous l'effet du vent plus froid. Le givre matinal recouvrait les champs autour de la rivière Plat, et tous les fermiers du comté commençaient à se préparer pour l'hiver. Les piles de bois étaient empilées plus haut, les portes des granges étaient réparées, les fenêtres étaient scellées avec du tissu et de la boue. À travers la prairie, le travail suivait le même schéma chaque année. Couper du bois, stocker de la nourriture, espérer que l'hiver ne serait pas pire que le précédent. Mais à 8 kilomètres au nord de Kearney, Martha Erickson se préparait d'une manière que les autres colons ne comprenaient pas tout à fait. Sa maison ne ressemblait pas à une maison. De l'extérieur, elle ressemblait à un monticule de gazon peu profond, s'élevant légèrement au-dessus de l'herbe de la prairie. Seule la cheminée trahissait sa présence. 9 mètres de briques rouges s'élevant du centre de la terre comme un phare dans un océan d'herbe. Le véritable abri se trouvait sous la surface. À l'intérieur des fondations en pierre, Martha avait creusé une pièce à 1,5 mètre sous le niveau du sol. Les murs étaient en terre battue renforcés par les fondations en pierre d'origine. Au-dessus, elle avait construit une charpente basse à partir de planches récupérées et de poutres cassées qu'elle avait trouvées éparpillées dans des fermes abandonnées à proximité. Le toit était recouvert de gazon coupé dans la prairie. Les racines de l'herbe maintenaient la terre ensemble comme un tissu tissé. De l'extérieur, la structure se fondait dans le paysage. Le vent soufflait dessus au lieu de frapper des murs plats. À l'intérieur, la cheminée dominait le centre de la petite pièce. Ses parois en briques brillaient d'une faible lueur chaque fois qu'un feu brûlait dans le tuyau du poêle. Le poêle lui-même était petit. Martyr l'avait acheté d'occasion à une famille d'agriculteurs qui quittait la région. La boîte en fer semblait fragile par rapport à la cheminée imposante qui se dressait à côté, mais le poêle n'était pas destiné à chauffer directement la pièce. Son seul but était de chauffer la cheminée. Cette idée intriguait toujours Anders Björnsson. Il repartit à cheval un après-midi tandis que Martyr et les enfants empilaient des fagots de branches de peuplier à l'intérieur de l'abri. « Vous n'avez presque pas ramassé de bois de chauffage, dit-il. Il désigna le petit tas près du mur. Peut-être une corde, peut-être 2. Une maison normale en a besoin de 8, répondit Martha en essuyant la saleté sur ses mains. Une maison normale perd de la chaleur, répondit-elle. Anders entra dans l'abri. L'air était calme. Les murs de terre bloquaient complètement le vent, mais la température à l'intérieur était toujours la même qu'à l'extérieur. L'hiver n'était pas encore arrivé. « Que se passera-t-il quand il fera moins 40 » demanda-t-il. Martha désigna la cheminée. « Il fera chaud. » Anders posa sa main sur les briques. Elles étaient froides à présent, mais il se souvenait de leur chaleur après l'essai de feu quelques semaines plus tôt. Elles restaient chaudes longtemps après que les flammes aient disparu. Il doutait encore que cette idée survive à un véritable hiver du Nebraska. Mais il comprit également autre chose. La conception n'utilisait presque pas de bois, et dans la prairie, le bois était souvent plus difficile à trouver que la terre. La première neige tomba fin octobre. Elle arriva discrètement pendant la nuit. Au matin, l'herbe était recouverte d'un mince manteau blanc. Lars et Peter coururent en dehors en riant, laissant des traces sur le sol gelé. Anna les suivit plus lentement, serrant une écharpe en laine autour de son cou. À l'intérieur de l'abri, Martha alluma le poêle. Le feu brûla vivement pendant 2 heures. La fumée s'éleva par le tuyau du poêle dans la cheminée, et lentement, les briques commencèrent à absorber la chaleur. Au début, la pièce resta froide, mais à mesure que la cheminée se réchauffait, l'air à l'intérieur de l'abri changea. La chaleur rayonnait vers l'extérieur depuis les surfaces en briques. La chaleur se répandit lentement mais sûrement. Le soir venu, toute la pièce était agréable. Martha laissa le feu s'éteindre à nouveau, et la cheminée continua à dégager de la chaleur pendant toute la nuit. Les enfants dormirent sans frissonner. 2 jours plus tard, Anders passa devant l'abri et remarqua quelque chose d'inhabituel. La neige autour de la cheminée avait fondu. Seul un petit cercle de terre nue entourait la tour de briques. La chaleur de la cheminée avait réchauffé le sol sous la neige. Il mit pied à terre et entra. Le feu avait brûlé tôt ce matin-là. Il ne restait plus que quelques braises incandescentes dans le poêle. Pourtant, la pièce était encore chaude. Anders fit lentement le tour de la cheminée. « Vous n'avez brûlé du bois que ce matin ?» demanda-t-il. « Oui. »« Pendant combien de temps ?»« 2 heures. » Il acquiesça lentement. « 2 heures de feu.
Pourtant, la brique diffusait encore de la chaleur dans toute la pièce. Anders comprit enfin le principe découvert par Martyr. Le poêle ne chauffait pas l'air. Il chauffait la cheminée. Les cheminées stockaient l'énergie, puis la libéraient progressivement pendant de nombreuses heures. Ce système réduisait considérablement la consommation de bois. Au lieu de brûler du combustible jour et nuit, il suffisait que le feu brûle suffisamment longtemps pour charger la structure en briques de chaleur. Ensuite, la cheminée elle-même devenait le chauffage. Le mois de novembre arriva avec des vents plus forts. Les tempêtes de neige balayaient la prairie plus fréquemment. La plupart des nuits, les températures descendaient en dessous de zéro. Mais à l'intérieur de la maison enterrée, les enfants restaient au chaud. Chaque matin, Marthe allumait un feu dans le poêle, brûlait du bois pendant plusieurs heures. La cheminée absorbait la chaleur, puis le feu s'éteignait, et les briques réchauffaient lentement la pièce pendant le reste de la journée et de la nuit. Le système nécessitait beaucoup moins de combustible qu'un poêle normal. À l'arrivée du mois de décembre, Anders Björnsson était convaincu que cette étrange maison pourrait effectivement survivre à l'hiver. Mais les hivers du Nebraska commençaient rarement en douceur. Ils arrivaient soudainement et brutalement. Dans la nuit du 4 janvier 1892, le ciel nordique s'assombrit avant le coucher du soleil. Le vent changea de direction. À minuit, la neige tombait à l'horizontale sur la prairie. La température chuta rapidement, passant de 20 degrés Celsius à 10 degrés Celsius, puis à 0 degrés Celsius et enfin à moins 20 degrés Celsius. À l'aube, le thermomètre de la grange d'Anders Björnsson affichait moins 47 degrés Celsius. La tempête de neige dura 2 jours. La neige recouvrait les clôtures, le vent formait des congères plus hautes que des chevaux. Les fermiers restaient chez eux, alimentant constamment leurs poêles. Beaucoup brûlaient du bois toute la journée, sans s'arrêter, car une fois qu'un poêle refroidissait dans un tel froid, il était presque impossible de le rallumer. Anders s'inquiétait pour Martha. Son abri était exposé à la prairie ouverte et elle n'avait rassemblé que 2 cordes de bois pour tout l'hiver. Lorsque la tempête s'est enfin calmée le 3e matin, Anders a chevauché vers le nord à travers des congères qui lui arrivaient à la taille pour aller vérifier la maison cheminée. La tour en briques se dressait toujours au-dessus de la neige. De la fumée s'échappait lentement de son sommet. Anders est descendu dans l'entrée. À l'intérieur de la petite pièce souterraine, Martha était assise à côté du poêle, alimentant calmement un petit feu. Les enfants dormaient sous d'épaisses couvertures à proximité, et l'air à l'intérieur de l'abri était chaud. Pas brûlant, mais sûr. Anders a fixé du regard les briques incandescentes de la cheminée. Elles diffusaient une chaleur constante dans toute la pièce. « Combien de bois avez-vous brûlé » demanda-t-il doucement. Marthe désigna la pile près du mur. La moitié était intacte. Anders fit le calcul dans sa tête. Une maison normale aurait déjà consommé près de 6 cordes à la mi-hiver. Marthe en avait brûlé à peine 1,5. Il retira lentement son chapeau. Puis il regarda à nouveau la cheminée en briques qui s'élevait au centre de l'abri. « Tu avais raison, dit-il finalement. La cheminée se souvient du feu. Si vous appréciez cette histoire de survie dans l'Ouest, dites-moi dans les commentaires d'où vous la regardez. » Lorsque la tempête de neige prit fin, la prairie ne revint pas à la normale. L'hiver régnait toujours sur les terres. Le vent s'était calmé, mais le froid persistait. Dans tout le centre du Nebraska, la tempête avait laissé derrière elle une traînée de difficultés. Les congères avaient enseveli les clôtures et les chemins carrossables. Les portes des granges étaient gelées. Les piles de bois fondaient plus vite que prévu pour de nombreuses familles. Pendant plusieurs jours après la tempête, les fermiers ont fait le tour des fermes pour prendre des nouvelles de leurs voisins. C'était devenu une règle tacite à la frontière. Après une violente tempête, il fallait vérifier que tout allait bien, car parfois, les gens ne répondaient pas à la porte. Anders Björnsson a suivi cette même routine. Il s'est d'abord dirigé vers le sud, vers les fermes riveraines, puis vers l'ouest, vers les maisons en torchis dispersées le long de la crête. Presque toutes les maisons montraient les mêmes signes de tension. De la fumée s'échappait constamment des cheminées. Les hommes alimentaient leurs poêles toutes les heures juste pour maintenir la température intérieure au-dessus de zéro. De nombreuses familles avaient déjà brûlé la moitié de leurs réserves de bois pour l'hiver et le mois de janvier venait à peine de commencer. Une maison était presque silencieuse. Un jeune couple arrivé l'été précédent avait sous-estimé la prairie. Leurs piles de bois étaient petites, leur cabane mal isolée et la tempête avait duré trop longtemps. Les voisins les avaient retrouvés vivants, mais à peine. La température à l'intérieur de leur maison était proche de zéro. Le poêle brûlait faiblement avec du bois vert coupé dans les peupliers gelés le long du ruisseau. Anders les aida à transporter plusieurs charrettes de bois provenant des fermes voisines, mais la leçon était claire.
Dans la prairie, la chaleur était synonyme de survie. Sans suffisamment de combustible, l'hiver emportait lentement les imprudents. En fin d'après-midi, Anders fit à nouveau demi-tour vers le nord. À 8 kilomètres de là, la cheminée en briques s'élevait toujours au-dessus de la neige comme un phare. Il avait déjà rendu visite à Martha Erickson une fois pendant la tempête, mais la curiosité le ramena sur place, car plus il y réfléchissait, plus sa maison lui semblait inhabituelle. Après 2 heures de feu, la cheminée avait conservé la chaleur pendant près d'une journée. Si ce système fonctionnait vraiment pendant tout l'hiver, cela pourrait changer la façon dont les maisons des prairies étaient construites. Il arriva à la maison à la cheminée juste avant le coucher du soleil. La neige s'était accumulée autour de l'entrée, mais un étroit chemin avait été dégagé pour mener à l'abri souterrain. À l'intérieur, Martha était assise près du poêle et cousait une manche déchirée pour Lars. Peter empilait de petites branches près du mur. Anna dormait paisiblement sous des couvertures. La pièce était chaude. Les briques de la cheminée rougeoyaient faiblement grâce au feu de l'après-midi. Anders retira lentement ses gants. « Depuis combien de temps avez-vous allumé le poêle » demanda-t-il. « Midi » répondit Martha. Il acquiesça. Cela faisait près de 6 heures. Pourtant, la pièce restait confortable. Il contourna la cheminée avec précaution. La chaleur se diffusait régulièrement de tous les côtés de la colonne de briques. La température à l'intérieur de la pièce ne changeait pratiquement pas, même lorsque le feu refroidissait. La plupart des gens brûlent du bois toute la journée, dit Anders doucement. Martha sourit légèrement. La plupart des gens chauffent l'air, dit-elle, en tapotant doucement les briques. Moi, je chauffe la cheminée. Le principe était simple. Les poêles en fer chauffaient directement l'air, mais l'air chaud s'échappait rapidement à travers les murs minces de la cabane. La brique fonctionnait différemment. La brique absorbait la chaleur, la stockait et la libérait lentement. Au lieu de lutter constamment contre le froid, la cheminée renvoyait simplement la chaleur dans la pièce heure après heure. Anders s'assit près du poêle. « Savez-vous ce que vous avez fait » demanda-t-il. Martha haussa les épaules. « J'ai construit une maison. » Mais Anders comprit quelque chose de plus profond. La prairie avait toujours puni le gaspillage. Le bois était rare. Les arbres étaient peu nombreux. Transporter du bois depuis des forêts lointaines coûtait plus cher que ce que de nombreux colons pouvaient se permettre. La plupart des maisons de la prairie dépendaient de petites poêles en fer qui dévoraient du bois tout l'hiver. Mais Martha avait changé la donne. Au lieu de brûler du bois sans fin, elle le brûlait efficacement. Elle stockait la chaleur. Anders quitta l'abri ce soir-là avec une expression pensive. La nouvelle se répandit lentement dans les fermes voisines. Au début, l'histoire semblait exagérée. Une veuve vivant dans un trou sous la prairie, chauffant sa maison avec une cheminée, brûlant à peine un quart du bois dont les autres colons avaient besoin. Mais la cheminée elle-même était visible à des kilomètres à la ronde. La curiosité attira des visiteurs. Les fermiers sont venus inspecter eux-mêmes cette étrange maison. Ils sont descendus dans l'abri, ont posé leurs mains sur les briques chaudes et ont écouté Martha leur expliquer patiemment son idée. Certains ont ri, d'autres ont étudié attentivement la conception. Les colons scandinaves ont immédiatement compris le principe. Beaucoup avaient grandi avec des poêles en maçonnerie en Norvège ou en Suède, de grands radiateurs en briques qui brûlaient rapidement, mais stockaient la chaleur pendant des heures. Mais peu d'entre eux avaient envisagé de construire de tels systèmes dans la prairie américaine. À la fin du mois de février, le pire de l'hiver était passé. La neige recouvrait encore les champs, mais le soleil restait plus longtemps chaque jour. Les températures remontaient lentement vers zéro au lieu de descendre bien en dessous. Dans toute la prairie, de nombreux tas de bois avaient presque disparu. Certaines familles avaient commencé à brûler des poteaux de clôture. D'autres coupaient des peupliers gelés sur les berges des rivières, juste pour survivre aux dernières semaines de l'hiver. Mais Martha Erickson avait encore du bois empilé à côté de sa cheminée. Près de la moitié d'une corde était encore intacte. Anders sortit une dernière fois avant le printemps. Il se tenait à côté de la cheminée, regardant la prairie enneigée. La tour de briques avait survécu au feu, à l'abandon et à la tempête la plus violente de l'hiver. Elle se dressait à nouveau au centre d'une maison fonctionnelle. Martha sortit de l'abri et le rejoignit. « Tu étais persuadé que nous allions mourir de froid », dit-elle doucement. Anders sourit. « Je me suis déjà trompé auparavant. » Il examina la cheminée une dernière fois. « Tu as transformé une ruine en source de chaleur. » Martha leva les yeux vers les briques qui brillaient faiblement au soleil. « Ma grand-mère disait que la pierre se souvient du feu, dit-elle. Et elle avait raison. Le printemps arriva enfin en avril. La neige fondit, l'herbe repoussa, la prairie respira à nouveau. La maison à cheminée resta debout.
En l'espace de 2 ans, plusieurs fermiers des environs avaient commencé à copier le concept à plus petite échelle. Certains construisaient des foyers en briques épaisses à l'intérieur de leur maison. D'autres ajoutaient de la maçonnerie autour de leurs poêles pour stocker la chaleur. Et l'idée se répandit discrètement à travers la frontière. Non pas par le biais d'architectes ou d'ingénieurs, mais par l'observation. Car la survie dans la prairie ne récompensait pas la tradition. Elle récompensait les solutions. Martha Erickson était arrivée avec presque rien. Des fondations brûlées, 3 enfants et 8 dollars. Mais elle avait regardé la cheminée et vu quelque chose que les autres avaient ignoré. Pas une ruine, mais un outil. Et lorsque la neige a finalement fondu au printemps, la cheminée que tout le monde raillait avait discrètement changé la façon dont les gens concevaient le chauffage dans la prairie. Si vous aimez les histoires de survie dans les régions pionnières comme celle-ci, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez ici pour regarder une autre vidéo qui pourrait vous intéresser.